Alors, bonjour, mon nom est Pierre Godbout et j'animerai ce webinaire. Avant de laisser la parole aux présentateurs et conférenciers, voici quelques consignes d'usage. Au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra si ce n'est pas déjà fait. Pour activer la boîte de chat, cliquez sur l'icône bulle en bas à droite. La période de questions se fera à la fin des présentations. Et je laisse maintenant la parole à Yann Boulanger. Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs, c'est ça, je m'appelle Yann Boulanger, je suis chercheur scientifique en écologie forestière au Centre de foresterie des Laurentides et je vous souhaite la bienvenue à ce 5e webinaire d'une série de 6 dont le titre est Un regard vers le futur, impact des changements climatiques sur la forêt québécoise et outils d'adaptation. Donc, les changements climatiques devraient avoir d'énormes répercussions, comme vous le savez, sur les écosystèmes forestiers, ceux situés au nord étant probablement dans les plus menacés. Au Québec, les répercussions risquent d'être multiples, à la fois sur les écosystèmes et sur le secteur forestier. Et c'est pour ces raisons que le Service canadien des forêts a entrepris une analyse intégrée régionale des impacts des changements climatiques sur les forêts du Québec, avec plusieurs partenaires, dont le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, aujourd'hui justement avec le Bureau du forestier en chef, Environnement et Changement climatique Canada, l'Université Laval et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, plusieurs projets de recherche ont été menés sous cette analyse, lesquels seront présentés dans les prochaines semaines, en fait jusqu'à la semaine prochaine. Aujourd'hui, donc, c'est le 5e. La semaine prochaine, il y aura le 6e et dernier webinaire qui se tiendra le 24 février, toujours le mercredi à 10h30. Donc, le webinaire d'aujourd'hui porte sur l'intégration des changements climatiques et développement de la capacité d'adaptation dans la détermination des niveaux de récolte au Québec. Et donc, c'est avec plaisir que je vous présente les 3 conférenciers d'aujourd'hui. Donc, premièrement, M. Bruno Forêt, qui est un analyste au Bureau du forestier en chef. Il est détenteur d'une technique en technologie forestière et d'un baccalauréat en aménagement et environnement forestier. Il a fait son entrée au Bureau du forestier en chef en 2018 comme étudiant stagiaire en s'impliquant dans différents projets, notamment en lien avec la métamodélisation, l'optimisation spatialement explicite et le développement d'outils de modélisation. En janvier 2020, il devient analyste suite à l'obtention de son baccalauréat. Il travaille sur différents projets en innovation à l'aide de ses compétences en programmation, en traitement de données et en modélisation. Il s'implique à partir de juillet 2020 dans le projet d'intégration justement des changements climatiques et développement de la capacité d'adaptation, en fait dans ce projet-là, pour coordonner le projet et supporter les analyses pour la fin du projet. En ce qui concerne M. Jean Girard, lui est directeur du calcul et des analyses au Bureau du forestier en chef. Possédant un baccalauréat en génie forestier de l'Université Laval et une maîtrise en gestion de projet de l'UQTR, M. Girard supervise le personnel technique qui réalise un ensemble des travaux pour le Bureau du forestier en chef, tels des calculs de possibilités, des analyses d'impact et les analyses en support à la décision. Il agit à titre de support conseil auprès du forestier en chef. Il voit également à l'arrimage dans les dynamiques internes du MFFP sur les dossiers multisectoriels tels les contentieux américains et les changements climatiques. Il joue également un rôle de représentant auprès de la communauté scientifique sur les besoins et les avancées du forestier en chef et au travers de projets de collaboration. Auparavant, il a travaillé une vingtaine d'années au service forestier d'une grande compagnie papetière en région. Ces dossiers portaient sur la planification, la sylviculture, les opérations forestières et les ententes d'harmonisation. Et finalement, Stéphane Yamazaki, lui, est un analyste en modélisation au Bureau du forestier en chef, où il travaille sur l'intégration des perturbations naturelles et des changements climatiques à la détermination des possibilités forestières. Il est détenteur d'un baccalauréat en agriculture et d'un doctorat en sciences forestières de l'Université McGill. Donc, précédemment, Stéphane a travaillé comme chercheur à l'ICAF, maintenant qui est l'ISFOR, comme responsable des analyses financières pour un portefeuille d'investissement en services écosystémiques aux États-Unis et comme entrepreneur et consultant en aménagement du territoire et des ressources naturelles. Donc, sur ce, je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse maintenant la parole à nos 3 conférenciers.
merci Yann. Merci de nous avoir invités d'abord. C'est grâce à ton invitation qu'on va pouvoir partager les résultats de ce projet-là avec vous. Et merci à Pierre d'agir comme modérateur, aiguilleur et contrôleur technique là, pour tous les petits problèmes qui pourraient survenir en cours de route. Je me présente, Jean Girard. Je suis, si on veut, un des initiateurs de ce projet-là. C'est un projet un petit peu différent des autres projets de recherche, au sens où chez nous, on fait beaucoup d'intégration. Vous allez pouvoir voir l'ensemble d'intégration qu'on a fait. Est-ce qu'on pourrait aller à la diapositive suivante? Donc, le projet lui-même, comme son titre le dit, c'est l'intégration des changements climatiques et le développement des capacités d'adaptation dans la détermination des nouvelles écoles. On a bénéficié d'un financement conjoint de la plateforme d'adaptation de Ressources naturelles Canada, évidemment des fonds propres de chez nous pour une grande partie, beaucoup de ressources, et d'Ouranos, qui nous a donné à la fois de l'argent qui provenait du Fonds vert provincial et des efforts en personne pour l'expertise sur la partie climatique. Ce projet-là demande nécessité de la collaboration de plusieurs personnes, tant des chercheurs du niveau fédéral, provincial, des universités, parce que la science étant produite à plusieurs niveaux, plusieurs endroits, en cherchant à l'intégrer, il fallait contacter et se mettre en relation avec les gens qui l'avaient produite. Et environ 2 ans, d'avril 2018 jusqu'à décembre 2020. Évidemment, comme tout ce genre de projet-là, le démarrage a été plus lent, toutes les feux verts soient allumés partout, mais une fois qu'on a pu commencer, ça veut travers cette date-là. Les objectifs. Pourquoi on a fait un projet comme celui-là? Le premier, c'était pour développer une modélisation régionale qui intégrait les effets des changements climatiques. Le deuxième, c'était de modéliser sous le changement climatique les effets de l'aménagement et ceux des perturbations naturelles. On cherchait aussi au travers de cette plateforme-là à développer et tester des modalités d'adaptation, en fait, des solutions pour faire face aux enjeux soulevés par la modélisation. Puis le dernier point, c'était pour communiquer les résultats en soutien à la prise de décision. C'est peut-être l'aspect le plus innovant du projet, parce que la science est multiple, chacune des facettes amène un impact. Comment transformer ça? C'est un peu une des résultats de la position que j'occupe depuis quelques années. Comment transformer ça en information pour supporter une prise de décision la plus éclairée possible? Suivant, s'il te plaît, Stéphane. Bon, l'équipe qui a travaillé sur ce projet-là, à part moi, évidemment, il y avait Lucie Bertrand qui nous a aidés, Bruno nous a présenté tantôt puis qui va revenir dans la présentation, Frédéric Saucier, qui est actuellement en congé de maternité, il se forme avec nous ce matin, s'il est encore là. Étienne, qui est un de nos analystes, qui maîtrise essentiellement toute la finalité des données, et Stephen, qui s'est joint à l'équipe, d'abord comme consultant, ensuite comme membre à part entière du bureau du pharmacien en chef. Au niveau scientifique, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait des collaborateurs de plusieurs horizons. Au niveau des feux, Yann Boulanger nous a éclairé de ces informations de recherche. Au niveau de la productivité, Loïc d'Orangeville de l'Université du Nouveau-Brunswick, Hugues Powers et Isabelle Auger de notre DRF, qui sont au niveau des modèles de croissance, sont plus nous fournir de l'information que de la science sur les enjeux de productivité. Au niveau de la tordeuse, Mathieu Bouchard, qui était à l'époque au MFFE ADRF, qui est en Université Laval maintenant, nous a donné de l'information et de la science sur la question de la tordeuse. Au niveau de la régénération, surtout des déficits, Téléus Flavinsky de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue nous a fourni de l'information qui nous permettait de comprendre les mécanismes et les vulnérabilités reliées à ça. Évidemment aussi, comme il y a un volet aide à la décision, on est allé chercher du support de des gens dont c'était le domaine de recherche, notamment Annie Sofrini, de l'Université du Québec à Rimouski, le campus de Lévis. Et en dernier, mais non des moindres, les gens d'Ouranos au niveau des données climatiques, puis comment les comprendre, les transformer cette science-là dans notre modélisation. Il y a eu Travis Logan d'Ouranos, puis Daniel Will, qui est du MFFE, mais aussi traité chez Ouranos. Tous ces gens-là, en fait, puis ça, on vous le présente comme une liste, mais il y a plein d'autres gens qui ont été impliqués dans des rencontres ou dans des questions qui ont pu nous pointer des éléments. Vous voyez à l'écran une des rencontres qu'on a pu tenir au travers du projet, justement une atelier sur les connaissances scientifiques qui s'est tenue en janvier 2019. On a eu des partenaires
Parce que le but d'éclairer les décideurs visait aussi d'éclairer les décideurs en région, au niveau du MFP de la région 2, les gens au niveau des orientations et des changements climatiques au niveau du MFFP, au niveau de la direction de l'aménagement et de l'environnement forestier. Il y a des gens de la recherche, j'en ai mentionné quelques-uns tantôt, mais Jean-Pierre, vous voyez son visage, Jean-Pierre Saucier au milieu de la salle et plusieurs autres personnes sur le changement de vie. Il y a aussi d'autres gens qui font social Moranos qui étaient intéressés, qui sont venus nous amener de la science, des réflexions ou des éléments à prendre en compte dans le projet. Le cadre de ce projet. Pourquoi on s'est lancé dans cet exercice-là? La première avant tout, c'est qu'il y a un contexte légal justificatif au projet. Certains d'entre vous sont peut-être pas familiers avec la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, mais on spécifie que les possibilités forestières sont déterminées en fonction d'objectifs, notamment la pérennité du milieu forestier, l'impact des changements climatiques sur les forêts, la dynamique naturelle, composition, structure, répartition spatiale, le maintien et l'amélioration de la capacité productive, l'utilisation des exercices du milieu. Évidemment, la deuxième puce c'est celle-là qui nous préoccupait. Les changements climatiques, c'est une loi quand même assez avant-gardiste quand on y pense. Ça a été écrit en 2010 puis discuté dans les années précédentes. C'était moins sur la sellette que c'est maintenant. Donc, c'était un visionnaire à l'époque, puis pendant plusieurs années, on a cherché comment faire s'acquitter de cette préoccupation-là. Le projet me répond à cet élément-là. Évidemment, comme on vous l'a dit, pendant quelques années, on a cherché comment adresser cette préoccupation-là sans vraiment y réussir à y répondre. À ce moment-là, la vérificatrice générale, dans sa tournée périodique, est venue nous rappeler à l'ordre en 2017 en disant que la modélisation de l'impact des changements climatiques et des ressources naturelles a été apportée sans nouvelle échéance, puis ces recommandations-là étaient attendues pour cibler les meilleurs scénarios sylvicoles. C'était pour nous, ça a été pour nous un rappel puis un son de cloche pour dire de se mettre en action. Puis le projet, c'est une des concrétisations de notre mise en action. C'est beau de dire qu'on va intégrer ça dans la détermination, mais comment on va le faire? Évidemment, une lecture actuelle de la situation et de le faire de manière, si on peut, parallèle et complémentaire. C'est deux processus qui ne fonctionnent pas d'une manière essentiellement similaire, parce que la possibilité c'est relativement déterministe dans la manière qu'on fait jusqu'à maintenant. Et la question du changement climatique, ça fait apparaître beaucoup d'incertitudes et beaucoup de variabilité dans la prise en compte. Dans la boîte centrale, ce que vous voyez, c'est le processus typique de calcul de possibilités où on a des intermodélisations, l'optimisation elle-même, les résultats de possibilités forestières, puis la détermination, qui est un jugement expert ou en fonction de ce qui est pris en compte précédemment ou qui n'est pas pris en compte, la possibilité elle-même est déterminée. Évidemment, comme on a conçu un peu l'approche, c'est que la modélisation qu'on fait actuellement dans les bois du bas sur le changement climatique va nous produire des résultats, des impacts ou des adaptations qui vont être intégrés pour l'instant en fin de processus dans la détermination de cher. Évidemment, ces choses-là peuvent changer longtemps à mesure que les éléments, la science et la robustesse qu'on va avoir nous permettre de prendre de plus en plus tôt dans le processus. Ça compléterait passablement ce que j'avais à vous dire de ma part. Puis je passerai la parole à Stephen qui va prendre le relais pour vous expliquer les détails un peu plus fins du projet. Merci Jean. Au niveau des données climatiques, on a utilisé 3 scénarios climatiques, donc un scénario historique, le scénario RCP 4.5, donc un scénario modéré où on projette une hausse globale moyenne de 2,4 degrés Celsius, et un scénario plus sévère, un scénario climatique plus sévère, RCP 8.5, avec des hausses globales moyennes d'à peu près 4,9 degrés Celsius. On a aussi utilisé 3 modèles climatiques, donc des modèles qui simulent le comportement de l'atmosphère. Le modèle canadien, le modèle britannique et le modèle japonais. Puis pour la plupart des résultats, on va vous montrer les résultats du modèle canadien. On va se concentrer sur le modèle canadien.
Donc, ce qu'on voit à l'écran présentement, c'est une projection des températures annuelles moyennes attendues sous les deux scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5, en bleu et en rouge respectivement. Donc, on s'attend à des fortes hausses de température moyenne. Par contre, au niveau des précipitations, on s'attend à peu de changements pour les deux scénarios. Et puis, c'est cette combinaison-là de températures plus forte et peu de changements au niveau des précipitations qui va engendrer grand nombre des effets là, qu'on va constater dans les résultats. Donc, comment les changements climatiques ont été intégrés à l'exercice de modélisation? Il y a une influence sur la productivité des peuplements. Donc, la température, la précipitation vont influencer la productivité. Ça, c'est dans les modélisations de Hugues Power et Isabelle Auger qui ont alimenté notre processus avec l'aide de Loïc d'Orangeville. Les feux, on a pris les résultats de modélisation de Yann Boulanger sous climat historique et sous les mêmes scénarios de changement climatique. Et on a intégré ces résultats-là à notre modélisation. Pour l'effet de la TBE, il y a un effet de la température moyenne annuelle. Et pour les échecs de régénération, c'est un effet indirect du climat par le biais des perturbations. Donc, ce qui se passe, c'est si les peuplements n'ont pas atteint la maturité reproductive au moment du passage du feu, à ce moment-là, il y a un échec de régénération. Et donc, plus le paysage forestier va rajeunir, plus on peut s'attendre à ce que les feux engendrent des échecs de régénération. Puis on va le voir aussi dans les résultats. Donc, ce que je présente là, c'est une représentation plus graphique de l'exercice de modélisation. Donc, on cherche essentiellement à prédire l'état de la forêt dans le temps et à partir de ça, d'estimer un certain nombre d'indicateurs qui va alimenter le processus de prise de décision. La productivité, donc, on a un effet du climat, donc ça, c'est les travaux de Loïc, Hugues et Isabelle, va influencer l'état de la forêt, va influencer aussi la composition. Et puis, à l'aide des travaux de Bernier et ses collaborateurs, il y a une influence de la composition sur les perturbations naturelles. Donc, sur les feux, une plus haute un plus haut pourcentage de feuillus va atténuer l'effet des feux ou l'étendue des feux. Puis pour les TBE, ça va être plus au niveau des sapins épinettes versus d'autres essences, puis l'âge des peuplements. Donc là, ici, on a l'effet indirect du climat sur les échecs de régénération par le biais des perturbations naturelles. Et ici, on a notre point d'action où on va appliquer des stratégies d'adaptation. Donc, on va tester différentes modalités d'adaptation, des récoltes, la plantation, etc. Les autres. Au niveau de l'initiation des feux, on a utilisé l'historique des feux produits par la DIF au ministère de 1920 à 2017, lissé à 100 km. Et puis, ça nous donne une surface, puis cette surface-là va aider à situer les points d'initiation des feux là, de façon probabiliste. Donc, pour l'étude préliminaire, donc l'étude de cas qu'on va présenter aujourd'hui, on a sélectionné la région 2, donc le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est constituée de 4 unités d'aménagement qui représente à peu près 7 millions d'hectares de forêt. Ça a été modélisé à une échelle de 14 hectares. Et on a utilisé un outil de simulation, pas Woodstock, comme pour la plupart des travaux du forestier, mais Céleste. Donc, un outil qui nous a permis de monter un modèle et d'intégrer des éléments stochastiques, là, tels les perturbations naturelles. Au courant des résultats,
la stratégie qu'on a testée en premier, c'est la stratégie qu'on appelle statu quo dans les résultats, donc la stratégie qui est actuellement en place. Mais il faut noter que c'est une version simplifiée de la stratégie actuelle. Donc, ce qu'on cherche la plupart du temps, c'est un récolte à rendement soutenu. On va chercher à maximiser la récolte du résineux, mais de façon stable sur 150 ans. On a des sites de reboisement qui nous viennent de la région. On a aussi des sites de vieilles forêts par UTA qui viennent de la stratégie d'aménagement actuelle. Et en termes de traitement, on va appliquer la coupe totale, la plantation, l'éclaircie pré-commerciale et la coupe de récupération. C'est important de noter que la coupe de récupération, il y a pas de limite. On va le voir dans les résultats, là. On n'a pas limité la quantité de volume qui peut être récupéré après le passage du feu. Donc, pourquoi la région 2? Ben, c'est en partie à cause des travaux de Gauthier et ses collaborateurs qui ont montré que la région 2, entre autres, était très vulnérable aux effets des changements climatiques. Fait qu'on s'est dit que pour un point de dépense, ce serait une bonne étude de cas. Les premiers résultats qu'on va présenter, ça va être ce qu'on appelle les scénarios de base. Donc, ça va être des scénarios relativement simples, sans stratégie, sans modalité d'adaptation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester l'effet de la productivité des feux, de la TBE, des échecs de régénération, de l'aménagement forestier ou non. Puis l'aménagement forestier, c'est les traitements dont on s'est parlé, la coupe totale, plantation, éclaircie, etc. Puis la contrainte vieille forêt. Donc, on va tester ces scénarios-là pour voir la sensibilité du modèle, identifier les vulnérabilités de la forêt de la région 2, étant donné les suppositions qu'on a appliquées dans le contexte de la modélisation. Ce qui est important à noter, c'est que la portée des résultats qu'on va présenter aujourd'hui est limitée par plusieurs éléments. Entre autres, les suppositions qu'on a intégrées au modèle, tant au niveau climatique que la réponse de la forêt. La stratégie d'aménagement a été simplifiée. Puis les résultats qu'on va voir, c'est que pour la région 2. Alors, ça ne s'applique pas à d'autres régions du Québec, par exemple. Donc, premier résultat, puis ça c'est par rapport au modèle climatique dont je vous ai parlé tantôt. On a testé 3 modèles, mais ce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que les 3 modèles donnaient des résultats sensiblement comparables. Donc, pour simplifier la suite de la présentation des résultats, on va présenter que le modèle canadien. Donc, premier résultat, c'est que sous changement climatique, étant donné les suppositions, puis là, le commentaire va être tout le temps en bas de la diapo là, pour les résultats. Pour la région 2, étant donné les suppositions qui ont été intégrées au modèle, on s'attend à ce que les cycles de feu soient plus courts. Donc, on passe de plus de 300 ans à en bas de 100 ans. Les gains en productivité des résineux dus au changement climatique seront relativement faibles et transitoires. Donc, on voit sous le scénario RCP 4.5, là, on a un modificateur moyen pour l'ensemble du paysage sur le volume marchand des peuplements. Puis on a bien sûr les 150 ans de modélisation. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a une hausse légère en début de simulation pour une période d'à peu près 50 ans. Ça s'applique aussi sous le scénario RCP 4.5. Mais par la suite, il y a une baisse de productivité en moyenne des peuplements résineux. Pour les peuplements feuillus, ben, il y a une légère hausse sous le scénario RCP 4.5, mais une baisse à partir de l'année 70 à peu près, une baisse de productivité
la composante feuillue aussi. Et lorsqu'on intègre, on fait une modélisation, on essaie de voir le rendement maximal soutenu sans feu, et après ça, avec feu. Ce qu'on voit, c'est que sans feu, effectivement, il y a une légère hausse du taux de récolte. Mais lorsqu'on intègre les feux sous l'effet, sous le climat historique en bleu, sous le scénario RCP 4.5 en jaune et le RCP 8.5 en rouge, on voit une baisse importante de volume récolté. Donc, sur 150 ans, les gains en productivité ne seront pas suffisants pour compenser l'effet des feux sur les possibilités forestières. Encore une fois, étant donné les suppositions faites dans le cadre de la modélisation. Par rapport à la TBE, là, ce qu'on voit, le graphique, c'est les superficies où il y a mortalité forte causée par la tordeuse sur les 150 ans de modélisation. Pour le climat historique en bleu, le scénario climatique 4.5 en jaune et 8.5 en rouge. Et on voit en fait que sous le scénario 8.5 en particulier, il y a très peu de mortalité forte causée par la tondeuse. C'est principalement un effet d'habitat, étant donné les suppositions qu'on a mis dans le modèle. Le territoire connaît une température moyenne annuelle plus élevée, donc la tordeuse a plus de difficultés à se reproduire. C'est pour ça qu'on voit une atténuation de l'effet de la tordeuse dans le temps, sous le changement climatique. En maintenant la stratégie d'aménagement actuelle, donc la stratégie statu quo, les possibilités forestières sous changement climatique seront plus faibles qu'auparavant. Donc, on a encore une fois le taux de récolte, mais la possibilité forestière sous le climat historique en bleu, puis la RCP 4.5 en jaune, RCP 8.5 en rouge. Donc, c'est des baisses importantes. C'est important de noter que dans ces cas-là, puis dans la plupart des cas qu'on va présenter aujourd'hui, on cherche à établir un rendement maximal qui est soutenu sur l'ensemble des 150 ans. On va y revenir à cette question-là à toute fin. Mais ces résultats-là ont été obtenus comme ça. Sinon, le cumul des superficies en échec de régénération rend l'atteinte des sites de vieilles forêts plus difficile. Donc, quand on regarde les graphiques, l'axe des Y, c'est la superficie, l'axe des X, c'est le temps. En rose ici, c'est les superficies en échec de régénération. Donc, parce que les régimes de feu sont intensifiés sous changement climatique, RCP 4.5, RCP 8.5, la forêt devient de plus en plus jeune, puis il y a un cumul de superficie qui tombe en échec de régénération. Donc, ça représente au-delà de 25% du territoire à la fin de 150 ans sous 4.5 et presque 50% du territoire sous RCP 8.5. Et encore une fois, ça, c'est sans modalité d'adaptation. Prochain résultat, même en absence de récolte, il y aura moins de vieilles forêts et une perte de superficie productive sous changement climatique. Donc, on voit les échecs de régénération qui cumulent, même plus que sur la diapo précédente, parce qu'ici, on n'a pas de plantation pour remettre les peuplements en production. Et on voit que même en absence de récolte, d'aménagement forestier, il y a beaucoup moins de vieilles forêts sous l'effet des changements climatiques. Donc, ayant constaté ces impacts-là sur la forêt modélisée, on a développé un certain nombre de modalités d'adaptation, donc des actions qu'on pouvait faire pour essayer de corriger la situation. Donc, principalement la perte de forêts, la conversion de forêts fermées à des forêts plus ouvertes. C'est ça, les échecs de régénération, c'est ce qu'on constate. Et la perte de volume récolté, de possibilités forestières. Donc, on a testé quelques scénarios. Le scénario statu quo, donc la stratégie d'aménagement actuelle.
On a testé un aménagement plus intensif sur 25% du territoire. Ça, je vais en parler dans un instant. On a le F25 aussi. Ça, c'est où on rajoute 25% des superficies qui sont plantées vont être plantées en feuillus dans le but de rendre la forêt plus résiliente face à l'effet des feux. Et on va tester aussi 50% de plantation feuillue en combinaison avec l'intensif. Et on va aussi essayer de doubler le plan 2. Là, on double le niveau de plantation tout en essayant les deux taux d'enrichissement feuillu, 25% et 50%. Juste pour noter que c'est ce qu'on a eu le temps de faire dans le contexte du projet. On planifie certainement de continuer le développement des modalités, de tester encore plusieurs scénarios là, pour peaufiner l'approche. Donc, j'ai parlé d'intensification de l'aménagement. Donc, on a créé des zones d'aménagement intensif. On les voit ici en mauve. Ça représente à peu près 25% de la forêt aménagée. C'est dans les COS, donc les compartiments d'organisation spatiale les plus productifs. Ces zones d'aménagement intensif sont exclues de la contrainte vieille forêt. Donc, même si la zone environnante n'a pas atteint la cible vieille forêt, ces zones-là de production plus intensive vont être toujours disponibles. Après chaque perturbation, donc après chaque récolte ou passage de feu ou passage de TDE, on va planter ces sites-là pour les remettre en production. Et on va toujours, dans la modélisation, prioriser la récolte de ces zones-là. Donc, le reboisement systématique après perturbation des sites les plus productifs, donc les zones d'aménagement intensif, pourrait augmenter les possibilités forestières sous changement climatique. Donc, ici, on a les taux de récolte à rendement maximal soutenu. On a le scénario statu quo, donc pas de modalité d'adaptation, et on a les zones d'aménagement intensif, et on voit une légère augmentation sous chacun des scénarios climatiques historiques 4.5 et 8.5. Prochain constat, c'est qu'en enrichissant en feuillu, vous vous rappelez dans les noms des scénarios, là, F50, c'est où on va planter 50% des fois où on va planter un peuplement, on va initier un peuplement qui est feuillu. Donc, en enrichissant feuillu, hors des zones d'intensification, donc pas dans les zones d'aménagement intensif, mais dans l'extensif, il y a moins d'échecs de régénération après 150 ans. Donc, l'axe des Y ici, c'est la superficie en échec de régénération. Et pour le statu quo, on a les superficies en échec dont on a parlé tantôt. Après ça, sous l'aménagement intensif, on diminue parce qu'on concentre l'aménagement sur une plus petite superficie qu'on va toujours replanter. Donc, ça permet à la balance du paysage de vieillir et d'être moins sensible aux échecs de régénération. Et puis ici, c'est en grande partie l'effet de l'enrichissement feuillu. Étant donné les suppositions qu'on a appliquées au modèle, les peuplements feuillus sont pas vulnérables aux échecs de régénération. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se régénérer après perturbation dans tous les cas. Puis lorsqu'on double les superficies plantées et on enrichit 50-50 en feuillus, on voit qu'on diminue encore plus les superficies en échec de régénération. Le prochain résultat, mais en fait, ça découle de ce qu'on vient de présenter, c'est que sans adaptation, des ruptures de stock sont à prévoir dans le futur. Donc là, ce qu'on applique, c'est la stratégie d'aménagement actuelle. Et comme j'ai mentionné, en fonction des suppositions qu'on a appliquées, là, sous climat historique, ce qu'on voit, c'est les volumes récoltés en axe des Y et le temps de simulation en axe des X.
en vert, c'est le volume résineux. En orange, le volume feuillus. Et les volumes les superficies plus foncées ici, c'est les volumes récupérés après feu. Donc, ça, c'est sous climat historique. Sous scénario climatique RCP 4.5, c'est ça, on voit un nombre important d'années en échec de régénération, en rupture de stock dans le futur à partir de l'an 60 à peu près. Et c'est le scénario, mais encore plus intense pour le scénario 8.5. Donc, en fait, aucune année où on réussit à atteindre la cible de récolte en résineux passé l'année 60. Lorsqu'on applique la stratégie d'adaptation intensive plus enrichissement feuillu, ce qu'on voit, c'est qu'on réussit à limiter le nombre d'années en échec de régénération sous 4.5 et sous 8.5. Je vais retourner à la précédente. Là, on peut voir qu'il y a quand même un effet important. Ceci dit, il reste plusieurs années en échec de régénération sous 4.5, malgré la meilleure stratégie d'adaptation qu'on a appliquée dans le contexte du projet, et un très grand nombre d'années en échec de régénération sous le scénario 8.5. Mais on voit quand même qu'on réussit à pallier jusqu'à un certain degré là, aux ruptures de stock. Le dernier résultat, c'est la même simulation, donc c'est où on va planter 2 fois la superficie, on va enrichir en feuillus sur 50% du territoire et on va appliquer les zones d'aménagement intensif. Là, le résultat qu'on voit ici, c'est sous le scénario RCP 8.5. Puis, en fait, c'est plus une réflexion, c'est qu'un ajustement à la baisse des possibilités forestières dans le temps pourrait aider à pallier aux ruptures de stock. Donc, si on prend la situation de la diapo précédente, le RCP 8.5, on avait encore des ruptures de stock dans la deuxième moitié de la simulation. Dans une situation où on aurait testé toutes les modalités d'adaptation possibles, ce qui n'est pas le cas dans le contexte actuel. On a juste testé quelques modalités d'adaptation. Mais dans une situation où on aurait testé toutes les modalités possibles et on obtient toujours des ruptures de stock, mais à partir de ce moment-là, c'est qu'on peut graduellement baisser les taux de récolte dans le temps. Ce qui reflète en quelque sorte la transition d'une forêt, la forêt historique qu'on connaît, qui est plus productive, et la forêt du futur qui est où il y a un régime de feu plus intense et donc qui au final est moins productive. Ça conclut les résultats de l'étude préliminaire. Je vais passer la parole maintenant à Bruno qui va parler de l'aide à la décision. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Okay. Bon, mais dans le fond, ce que Stephen vient de vous présenter, c'est principalement les résultats qu'on avait là au niveau de la modélisation. Puis, dans le fond, dans la portion qui était de l'aide à la décision, qui était plus à la fin du projet, l'objectif était de prendre tout ça, puis d'être en mesure de faire quelque chose avec pour rendre ça aux décideurs, puis qu'on soit capable de prendre des décisions avec ça. Comme vous avez pu le voir, on a développé différentes modalités, on a fait plusieurs scénarios. Puis c'est comme un petit peu un processus itératif là, par lequel on est arrivé à choisir, mettons, les scénarios ou les modalités d'adaptation qu'on vous a présentées aujourd'hui. Puis pour faire ça, on a utilisé un petit peu ce que Stephen vous a présenté, les résultats d'analyse qu'on a, mais aussi on a développé des petits outils pour être capable de comparer les scénarios puis de voir un petit peu les gains par rapport à chacun, puis d'être capable de prendre ces résultats-là puis de mieux les asseoir puis de réfléchir à ça. Fait que l'objectif derrière cette portion du projet, c'était de traduire l'incertitude qui peut être quelque part entre 4.5 et 8.5 dans les scénarios RCP en décision de gestion. Pour ça, on avait besoin de choisir des objectifs accompagnés d'indicateurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire avec la forêt du futur. Est-ce que
on veut conserver la même possibilité forestière, est-ce qu'on veut planter plus, planter moins. Fait qu'on a essayé de cibler ça, on s'est basé beaucoup sur ce qui se faisait actuellement, puis on a essayé de le perpétuer dans le temps, puis c'est un peu ce qui va refléter là, les résultats que je vais vous présenter. Puis pour simplifier le tout, ben, on a segmenté les résultats par période de temps pour se dire, ben, mettons sur le court terme, sur une période de 30 ans, on va présenter les résultats moyen terme, long terme, très long terme, puis ça s'appuie beaucoup sur le fait de la planification, puis de se dire, mettons, au niveau économique, sur quoi on se base, ben, on s'est dit, on va prendre 4 horizons de temps, puis on va voir comment évoluent les différents indicateurs qu'on a mis en place. On pourrait passer à la prochaine. Là, les indicateurs qu'on a déterminés, ben, c'était ceux qu'on avait sous la main dans le modèle, puis aussi qu'on a développé. On a le pourcentage de vieilles forêts, là, Stephen vous a montré des résultats par rapport à ça. On a le pourcentage des superficies forestières en échec de régénération. On a le taux de perturbation de l'habitat du caribou forestier, la superficie moyenne plantée annuellement, puis la portion de la récolte qui provient des bois brûlés, puis les niveaux de récolte. Juste pour en revenir vite, là, on a mis des objectifs, puis la raison, c'est un peu comme je vous disais, on s'est basé un petit peu sur ce qui se faisait actuellement, puis essayer de voir comment on peut mettre tout ça. Pour ce qui était du pourcentage de vieilles forêts, comme on le voit, ben, c'était de les maximiser, étant donné qu'on voyait qu'il y avait une baisse. Pour ce qui était des pourcentages de superficie en échec de régénération, ben, on voyait qu'il y avait une augmentation au travers du temps. Donc, à travers des scénarios, l'objectif était de trouver les scénarios qui permettaient de minimiser. Pour ce qui est du taux de perturbation de l'habitat, ben, comme on essaie de le faire actuellement, on tentait de minimiser cet indicateur-là. Puis pour ce qui est de la superficie moyenne plantée annuellement, vous pouvez vous poser une question pourquoi on a minimisé, mais les scénarios que Stephen vous a présentés plus tôt là, concernant l'intensification, mais ça a un coût ça, de venir planter directement après perturbation, soit de la coupe ou soit le feu, ben, ça vient faire en sorte que les superficies qu'on plante annuellement devraient augmenter dans le temps. Puis la question qu'on se posait aussi par rapport à ça, c'est est-ce que la région serait capable de suivre si on double le nombre de plantations ou on triple, puis fort probablement que non. Donc, l'objectif étant de balancer le tout, ben, on a tenté de minimiser ça pour voir les scénarios qui permettaient de conserver les autres indicateurs sans trop planter. Pour ce qui est de la portion de la récolte provenant des bois brûlés, dans les graphiques de Stephen, peut-être pas qu'il l'a pas explicité beaucoup, mais la portion en vert foncé était le bois qui provenait de feu. Puis dans le fond, ce qu'on peut voir, c'est que étant donné que le modèle, il n'y a aucune limite sur la récupération, bien, il y a certaines années où on pouvait récolter énormément de volume là, dans les feux, puis ça ne reflète pas nécessairement non plus la réalité là, au niveau des industries actuellement. Puis pour ce qui était des niveaux de récolte là, qui représentent un peu la possibilité forestière, ben, c'était de maximiser ça. Il y a deux indicateurs particuliers, je vais vous parler là, plus spécifiquement. Il y a le taux de perturbation de l'habitat du caribou. Puis c'est qu'on a fait une analyse en parallèle. Puis comme je vous dis, les indicateurs qu'on vous a présentés là, c'est ceux qu'on est parti avec au départ, puis on a fait différentes analyses. Ce qu'on voit, c'est que seulement le scénario d'évolution naturelle sous climat historique, donc sans aménagement, qui permettait d'améliorer le taux de perturbation du caribou forestier. Même sous RCP 4.5 ou 8.5, quand on enlevait l'aménagement, on voyait que le taux de perturbation de l'habitat du caribou augmentait, puis c'est principalement dû à la récurrence des feux. Stephen, tu pourrais plus venir à la prochaine diapo. Dans le fond, c'est ça, c'est le rajeunissement de la forêt qu'on voyait là, à cause des feux qui revenaient plus souvent. Ça menait à accroître le taux de perturbation de l'habitat du caribou, du changement climatique. Puis dans toutes les modalités qu'on a testées, ben, la tendance qu'on avait était la même. Donc quand on a voulu agréger les résultats, on l'a conservé comme une variable de suivi et non comme à optimiser comme on l'avait mis de bord. Puis ça fait le lien avec le prochain indicateur aussi qui était les vieilles forêts. Dans le fond, c'est un peu comme Stephen vous l'a montré, là, dans l'ensemble de l'horizon, ce qu'on voyait, c'est que sous climat historique, on avait une augmentation des vieilles forêts qu'on appliquait sans aménagement. Par contre, du moment qu'on intégrait les changements climatiques, pour ce qui était du sans aménagement, on voyait une tendance à la baisse, là, comme Stephen vous l'a démontré. Il y a un petit peu pour les mêmes raisons. Dans tous les scénarios, malgré le fait qu'on essayait de replanter ou de ramener, on voyait la tendance à la baisse, puis les pourcentages de diminution étaient les mêmes.
Donc, pour la même raison que la perturbation, le taux de perturbation de l'habitude du caribou, ben, on l'a simplement conservé comme variable de suivi non optimisée. On regarde l'effet sur chacun des scénarios, mais on ne connaît pas encore. Le premier outil qu'on a développé, là, c'est une matrice d'évaluation. Dans le fond, à partir des résultats de modélisation, on a agrégé les résultats en fonction des modalités, des scénarios RCP, des horizons de temps, puis des indicateurs qu'on avait identifiés. Ce que ça nous permet de voir, en fait, c'est vraiment un premier coup d'œil à partir des intervalles ou des seuils qu'on s'est mis, qui étaient assez subjectifs, mais basés sur ce qu'on s'était entendu au sein de l'équipe, là, à se dire, bah, on a une préférence là, un inconfort à ce moment-là, puis du moment qu'on tombait dans cette zone-là, ça devenait trop drastique comme changement, fait que ça devenait un rejet. Ça nous permettait de jeter un coup d'œil aux résultats pour voir, bon, ben, quand on a rajouté telle modalité dans un scénario, on permet d'améliorer tel indicateur ou tel indicateur. Puis, c'est un peu un carnet de bord qu'on suivait, là, à voir quand on testait une nouvelle modalité, ben, on pouvait comme avoir le pedigree de chacun, là, si on veut. Mais encore là, il y a énormément de chiffres dans ce tableau-là, puis ça pouvait devenir assez confondant. Fait on s'est amené avec d'autres méthodes, puis dans le fond, Stephen, tu peux passer à la prochaine. L'autre, c'était d'analyser les compromis qu'on avait entre les différentes modalités d'adaptation. Donc, on s'était mis des objectifs par rapport à chacun des indicateurs. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a normalisé l'ensemble des résultats pour chacun des scénarios climatiques, puis par scénario RCP, excusez. Puis dans le fond, là, ce que je vous présente, c'est pour le 4.5, c'est que ce qu'on remarque, c'est que les niveaux de récolte sont meilleurs avec le scénario le plus intensif. Les pourcentages de superficie forestière en échec de régénération diminuent le plus avec le scénario le plus intensif, étant donné qu'on reboise. Puis la portion de la récolte provenant des bois brûlés, à ce moment-là aussi, est plus faible dans les scénarios plus intensifs parce que on vient prioriser la récolte dans les zones d'intensification. Puis finalement, ce qu'on remarque, ben justement, comme je vous expliquais, au niveau des superficies moyennes plantées annuellement, comme on veut tenter de minimiser pour s'assurer que ça soit faisable comme scénario, ben plus on intensifiait, plus qu'on voyait qu'on atteignait de moins en moins notre objectif. Puis le seul qui réussissait à l'atteindre, c'était vraiment le statu quo, c'était la stratégie actuelle sur laquelle c'était basé. Ces tendances-là qu'on a observées, dans le fond, se reflétaient aussi sous le scénario 8.5, mais c'était sensiblement là, vraiment plus aggravé. Là. C'est vraiment les deux premiers outils qu'on s'est fait pour itérer sur nos scénarios puis analyser nos résultats. Puis la dernière chose que je voulais vous présenter, c'était le point final, on s'est dit il faudrait être capable de ordonner les modalités qu'on a retenues selon les objectifs qu'on tente de poursuivre. Puis il y a plusieurs méthodes là, qui existent pour faire ça, mais comme le temps nous était limité à la fin du projet, on les a classés selon leur rang en fonction du scénario climatique puis de la période de temps. Comme vous l'aviez vu plus tôt, là, on a les résultats pour chacune des modalités d'adaptation, pour chacune des périodes de temps, puis pour chacun des scénarios RCP 4.5, puis chacun des indicateurs. Fait que dans la matrice d'évaluation, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a énormément de niveaux. Puis ce qu'on a voulu faire, c'est de les classer par niveau, puis d'avoir un résultat qui permettait d'agréger le tout. Donc, la modalité par période de temps et scénario climatique avec la valeur qui se rapproche le plus de l'objectif se voyait donner la valeur 1, la suivante 2, 3 et 4. Donc, plus la modalité permettait d'améliorer selon l'objectif qu'on poursuivait, plus sa valeur était faible. Puis on a un score qui est obtenu pour la modalité par période de temps, puis pour tout l'horizon. Puis l'objectif, dans le fond, c'était de minimiser le score. En fait, comme vous l'avez vu, les meilleures modalités se classaient avec des valeurs 1, puis les plus faibles avec les valeurs 4. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un score global là, qui était à diminuer. Puis concrètement, là, Stephen, si tu veux présenter le prochain tableau, ce que ça nous donne, c'est ça ici. Tu peux faire Enter.
vous ai mis des petits ronds. Dans le fond, à gauche, on a les modalités, statu quo, intensif F50. On a un indicateur là, qu'on s'est basé, le premier que je vous montre, c'est le niveau de récolte. Puis, comme on le voit aussi, ils sont classés par période de temps. Donc, pour ce qui est du niveau de récolte, c'était le scénario intensif F50 plante 2 se classait comme étant le meilleur, donc avait la valeur 1 pour la période de temps 2020-2050. Puis on l'a fait pour chacune des périodes de temps, pour chacun des indicateurs. Puis ce que ça nous donne, c'est que c'est un score par période aussi. Enter. Puis dans le fond, c'était vraiment la somme des résultats. Puis on a le score par scénario qui est la somme là, du résultat par période de temps. Fait que tu peux faire ça nous donne ça. Puis comme on le voit là, si tu fais Enter, ben, le scénario le plus intensif se classait comme au premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang pour la stratégie d'aménagement actuelle. Comme Stephen l'a dit plus tôt, le nombre de modalités d'adaptation qu'on a testé est relativement limité puis était basé sur ce qui était déjà intégré dans le modèle. Puis c'est pour ça qu'on est allé avec ceux-là parce qu'on n'avait pas à développer de nouvelles choses, mais actuellement on travaille à en développer des nouvelles puis à les intégrer à la modélisation. Puis l'objectif, c'est de refaire un petit peu le processus itératif de l'aide à la décision sur l'ensemble des scénarios, puis de revenir puis les classer à la fin. Puis même aussi de regarder là, au niveau des indicateurs, possiblement améliorer, ajouter des indicateurs ou en enlever ou en remettre, tout dépendant. L'objectif de ce projet-là était de le terminer puis d'arriver avec un ensemble défini, mais on n'est pas fermé là, à revoir les objectifs et tout. Puis, il faut se rappeler, c'est que ça avait été fait avec la région 2 au niveau des planificateurs, puis aussi le bureau du forestier en chef. Mais il y aurait possibilité dans le futur là, d'intégrer différents autres acteurs là, pour ce qui est de la prise en compte de certains indicateurs ou non. Ça ferait le tour pour la portion aide à la décision. Je redonnerai la parole à Jean si tu voulais conclure la présentation. Je reviens. J'essaie de redémarrer la vidéo. Et voilà. OK. La conclusion. Évidemment, c'est pas évident, là, mais à conclure là-dessus. Là. Ce qu'on peut dire, par exemple, par rapport aux objectifs du projet, on a aussi besoin d'un modèle régional pour la prise en compte des effets du changement climatique et de l'aménagement de la forêt. On a démontré qu'il y a capable de faire le lien entre les interactions entre ces choses-là. C'est un projet avant tout d'intégration, d'intégrer les connaissances d'experts scientifiques de diverses sphères, de divers niveaux dans une modélisation. On a été capable de tester quelques modalités d'adaptation. Chacun va avoir son opinion sur l'étendue de la portée ou avoir une modalité qui est trop en tête, mais au moins c'est faisable. Puis on a essayé de transformer ça, c'est un des effets importants de ce projet, dans de l'information qui était, mettons, digestible ou compatible avec la prise de décision. Parce que moi, je suis placé dans mon travail, je vois très bien les mondes différents qui sont, on voit des mondes scientifiques et de modélisation, et le monde des décideurs qui sont appelés à prendre des décisions sur nos résultats. La suivante. Évidemment, il y a des limites là-dedans. La première, on voulait dire une dépense encore, c'est une étude de village, c'est un premier essai, là. Vendez pas vos bords dans l'industrie forestière demain matin là-dessus. Là. Il y a c'est une exploration, des apprentissages. On voulait montrer un peu, c'est quand même pas vraiment dit, mais ce qu'on vous a montré dans les boîtes vertes, c'est un peu les apprentissages. Qu'est-ce qu'on a appris au travers du projet? Ça nous a permis de mettre de l'avant des choses. Deuxième, ça permet d'identifier des besoins de connaissances. Il y a des choses qu'on se rend compte qui sont très critiques au projet, par exemple la dynamique des feux. Ça nous permet de voir que les connaissances là-dessus sont importantes. Les modalités d'adaptation, c'est assez limité le corps d'outils qu'on s'est donné pour trouver des solutions. C'est des choses qu'il y a à faire. Et on voit déjà qu'il y a certaines pistes de solutions par rapport à la taille du problème qu'on rencontre. Deuxième limite, évidemment, c'est un modèle, c'est pas la réalité, c'est une représentation simplifiée. Plein d'éléments qui ne sont pas pris en compte. Pensons aux autres ravageurs, on voit que la tordeuse dans cette modélisation-là, elle devient moins importante, puis quelque chose d'autre qui se présente qui cogne notre porte. On n'a pas pris le chablis,
les événements climatiques exceptionnels, c'est difficile à modéliser. Pour l'instant, on s'est arrêté là. On n'a pas non plus de maladies ou d'espèces envahissantes. Fait que c'est des limites à ce qu'on peut faire. Souvent, on a une seule source d'information. Par exemple, je parlais des peu tout à l'heure. Comme c'est très, très dominant dans l'analyse qu'on a faite là, c'est sûr que ça serait sage d'un point de vue se rassurer d'avoir d'autres sources ou d'autres manières de décrire le cycle de futur pour voir si on tombe au même endroit. Au point, c'est pas une optimisation, hein, c'est une simulation. On est habitué dans le monde de l'optimisation, on teste. Les plus vieux d'entre nous, c'est un peu comme dans ces bons, on teste des niveaux de récolte, on voit si on respecte ou non ce qu'on s'est donné. Donc, on n'est pas dans la question de c'est quoi la meilleure solution possible. Puis c'est ce qui se passe actuellement, pour le donner une importance, c'est la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean seulement, c'est une grosse région forestière. Mais ça veut pas dire que c'est exportable ailleurs, les cycles de plus sont pas les mêmes, la dynamique de la forêt n'est pas la même. Fait que, il y a une réflexion de base à avoir, puis on commence à l'avoir chez nous sur qu'est-ce qui est, quels sont les mécanismes et les considérations qu'on doit avoir dans d'autres types d'écosystèmes. Prochaine. Les recherches et développement à venir. La première condition gagnante, moi, je remercie tout le monde que vous voulez collaborer avec nous autres, parce que c'est la solution d'une approche collaborative entre les secteurs dans le ministère, entre les ministères, avec le milieu scientifique universitaire et d'autres niveaux au Canada pour améliorer les nouvelles connaissances dans notre modélisation. Là. Ce modèle-là, c'est un début, c'est loin d'être une fin. C'est une des conditions gagnantes parce qu'il y a plusieurs personnes là, travaillent sur les changements climatiques. Fait que pour nous, il n'y a pas une science, mais un ensemble de sciences qu'on tente d'intégrer. La suivante. Évidemment, les grands chantiers. Le premier, évidemment, les mécanismes, vous avez vu là-dedans, sont assez boréaux. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la forêt PU, puis la forêt mixte, aussi dans les autres régions. C'est qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir une modélisation qui reflète bien les défis du changement climatique dans ces régions-là. Une meilleure intégration de l'incertitude. Vu, à un moment donné, on a eu la possibilité de faire une gamme de réponses. On s'est concentré de voir les extrêmes, si on veut, qui étaient le minimum, le RCP 4.5, le RCP 8.5. Le RCP 4.5, c'est un petit peu pire que les cibles de l'accord de Paris. Donc, l'accord de Paris est un petit peu en bas de celui-là. Le RCP 8.5, ça correspond, ceux qui ne sont pas très familiers, à peu près à la projection de la consommation actuelle de carburant fossile. S'il y a autre chose que ça, ça peut changer. Ça change de quoi? C'est qu'on a une gamme, mais c'est pas, on peut être plus vaste là-dedans. On a aussi des grandes questions. L'écosystème qui se présente à nous, il est fortement différent de celui qu'on a maintenant, et ces changements-là se produisent à une vitesse extraordinaire quand on regarde l'évolution de la forêt. C'est des questions qui se posent. Comment maintenir la biodiversité, pour augmenter la résilience sous ces changements climatiques-là? C'est des questions qui devraient être dominantes dans le monde forestier en général, pas juste dans notre planète. Mais si on voit dans cette voie-là, on voit l'ampleur des défis, puis ça, on est bien capable de le mettre en lumière. La deuxième, évidemment, la conservation de caribou pour les changements climatiques devient assez problématique si le cycle des feux devient aussi fréquent que celui qu'on a vu là. Hein. Il y a 12 objectifs de LADTF, c'est là, c'est l'aménagement du territoire forestier, le maintien des superficies productives, puis la dynamique naturelle qui va se présenter là. On a un changement majeur d'écosystème. Il y a des enjeux par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés. Évidemment, comme on l'a dit un peu, nous, on n'avait plus de nouvelles mesures d'adaptation à ce projet-là seulement en hiver. On n'a pas le climat qu'on présente dans notre projet, c'est le climat de la Nouvelle-Angleterre à peu près appliqué à une forêt boréale. Il y a comme des défis pour trouver à la fois des essences, des modalités de coupe, des défis d'organisation spatiale pour être capable de s'adapter à ça. Mais évidemment, nous, on est toujours en activité d'amélioration à la modélisation pour représenter mieux la réalité. C'est les chantiers sur lesquels on sollicite et nous, on se met en mouvement aussi là, pour trouver des réponses. Donc, les axes de développement et de recherche, c'est l'aménagement forestier. Là. Comment développer un aménagement forestier? Une réflexion là-dessus, on a testé des ordres d'aménagement intensif.
Mais on n'est pas loin là-dedans. Quels sont les modèles d'aménagement forestier qu'on devrait développer là-dedans? Au niveau des feux, quels sont les feux qu'on doit est-ce que la modélisation des feux-là, on peut la trianguler ou la confirmer par d'autres choses? Parce que c'est le phénomène dominant dans ce milieu-là. Puis là, des questions de la régénération naturelle, de la répartition des essences. On n'est pas allé très sophistiqué au niveau des essences là-dedans. Vous avez vu, j'ai résumé du feuillu. Et si on se met à la regarder par essence, il y a peut-être des choses qu'on pourrait faire pour aller plus loin. Les insectes et les maladies, les nouveaux joueurs qui pourraient apparaître. On va disparaître graduellement la tordeuse à mesure que son habitat favorable se déplace vers le nord. Mais il y a d'autres choses qui prennent relais. Puis aussi la partie aide à l'addition, Bruno l'a bien mis en lumière. C'est des réalités complexes qui présentent diverses facettes, divers enjeux. On a fait quelques essais on a réussi à faire de quoi quelque chose qui est assez bien pour aider à éclairer la prise de décision. Mais ça, c'est pas fini, parce que plus on va avoir des choses, plus ça va être complexe, plus on va avoir de données, plus on va avoir des défis de rendre ça compatible avec la prise de décision par des humains quelque part dans le processus. Puis ça, c'est un défi qui demeure au travers du projet. On aurait fini la présentation en soi. Monsieur Pierre, je vous retourne le contrôle pour les questions. Oui, merci Jean. Donc, merci Jean, Stéphane et Bruno. Bonjour à tous. Je suis Pierre Godbout et j'animerai la période de questions. Vous pouvez maintenant activer votre vidéo si vous le désirez. Alors, comment procéder pour poser une question? Alors, vous pouvez la poser avec le micro de l'ordinateur en déplaçant votre souris à droite de votre nom dans la liste des participants et sélectionnez l'icône main levée. Lorsque je vais vous nommer, vous n'aurez qu'à enlever le mode sourdine en cliquant sur l'icône micro. Après avoir posé votre question, s'il vous plaît, vous remettre en mode sourdine. Vous pouvez également utiliser la boîte de chat si vous préférez poser votre question par écrit. Alors, sélectionnez l'icône en forme de bulle en bas à droite pour l'activer si ce n'est pas déjà fait. On vous demande de vous identifier clairement en donnant votre nom et l'organisation pour qui vous travaillez. Alors, je vais rétablir le son pour tous. Stéphane, tu peux arrêter le partage. Et je vais donner la parole maintenant à M. Jacob qui a la main levée. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Votre organisation. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Henri Jacob. Je suis président de l'Action Boréale en Abitibi et je suis un écologiste militant depuis 1972. J'ai un commentaire puis une question. D'abord, merci pour la présentation. J'ai trouvé très intéressant. La première chose, c'est que je note, et on note souvent ça, quand il y a ces présentations-là, on parle très, très peu de la biodiversité. Vous en avez parlé à l'avant-dernière, uniquement à l'avant-dernière slide, 53. Je trouve un peu spécial qu'en ces temps de changement climatique et de perte de biodiversité, on n'inclut pas cette facette-là de la foresterie qui est la biodiversité, la perte ou augmentation ou diminution de biodiversité. En tout cas, ça, c'est un commentaire. L'autre chose, tout le temps dans les rapports du forestier en chef, malgré même dans ces derniers calculs, on ne tient pas compte non plus des futures aires protégées, donc des territoires qui ne seraient pas accessibles à la foresterie. On a bien vu naturellement que c'est pas une des priorités du ministre, mais je tiens à noter que dans les calculs du forestier en chef, on ne tient pas compte de ça. Ma question, dans les deux derniers rapports des vérificateurs généraux, les deux vérificateurs se posent la question, est-ce que les travaux sylvicoles, les plantations, donnent les résultats escomptés? Et dans ces deux rapports-là, ils n'ont pas la réponse. J'aimerais savoir si vous pourriez me donner des données ou quoi que ce soit, des références qui pourraient nous démontrer que oui, que tous les travaux de plantation, préparation des sols, etc., donnent des résultats escomptés. Pas juste des prévisions, je dirais, sur forme informatique, mais dans le réel. Merci.
C'est une bonne question, mais je suis porté à pas y répondre ce matin, parce que c'est pas l'objet de la présentation qu'on vous a faite. Je comprends que c'est un point que vous avez harmonisé sur votre plateforme à plusieurs reprises. Là. Et, ce matin, on est en train de nous parler des changements climatiques puis des défis qu'on doit relever. Là, puis c'est sûr que dans cette perspective, les travaux sylvicoles ou scientifiques sont un outil pour arriver à mesurer notre forêt pour mieux s'adapter. Donc, vous n'avez pas de données sur si ça a fonctionné dans le passé ou pas. Non, je ne répondrai pas dans ce cadre-là ce matin. Je vous dis que je n'ai pas de données. Je réponds dans le cadre de la présentation qu'on a dit tout à l'heure. Bon, je vous remercie pour répondre. On avait des questions auxquelles le chat qu'on pourrait peut-être je vais m'en occuper, je vais vous les lire pour le bénéfice de tous. Pour ceux qui n'ont pas tout de suite le droit de parole, je vous demande de fermer votre micro, il y a du bruit de fond. Monsieur Dubé, je vois votre main levée, ça sera pas long. Alors, je vais vous donner la parole, n'ayez pas peur. Donc, pour une question de Jean-Martin Lucier, chercheur scientifique au Centre canadien sur la fibre de bois, comment définissez-vous un échec de régénération? Je peux y aller. Un échec de régénération, c'est quand le feu passe par un peuplement qui n'a pas atteint la maturité reproductive. Donc, il n'y a pas suffisamment de graines pour naturellement régénérer le peuplement. Puis donc, à ce moment-là, on considère que le peuplement est pas rétabli. Puis c'est une forêt ouverte. Là. Il y a pas de le couvert forestier se rétablit pas. Ça répond à la question? Ouais. Une autre question de Jean-Martin, c'est dans la boîte de chat. Prévoyez-vous une analyse financière des options considérant le risque? C'est une excellente question. Pour la suite des travaux, c'est certainement quelque chose qu'on pourrait faire là, avec l'introduction des perturbations naturelles, des changements climatiques, puis de faire effectivement des analyses de flux de trésorerie là, sur les investissements en sylviculture là, pour voir le rendement à plus long terme. C'est définitivement quelque chose qui va être intéressant à faire. D'accord. Jean-Pierre, as-tu ta main levée? Okay. Vas-y, puis après ça, on va passer avec M. Dubé. OK, c'est Jean-Pierre Jeté, retraité. Ma question, Jean-Martin m'a un peu scoopé, mais je vais aller un peu plus loin parce que je pense que c'est pas juste intéressant, je pense que c'est essentiel que vous abordiez la question financière là-dedans parce que c'est clair que une entreprise comme ça demande de changer pas mal la composition d'un grand territoire et ça implique beaucoup de budget sylvicole. Je pense que dans votre rapport, vous évoquez peut-être de doubler la superficie en plantation, quelque chose comme ça. C'est beaucoup d'argent. Puis il y a un autre inconnu qui est souvent oublié, c'est la voirie. C'est-à-dire que pour être capable d'implanter quelque chose comme ça prend un réseau routier, il faut le construire, il faut l'entretenir, puis quand il n'est pas entretenu, faut envisager la réfection. Les accidents de régénération, on ne sait pas quand et où ils vont arriver dans les prochains 50 ans. Donc, il faut un réseau routier qui est apte à intervenir partout. Ça aussi, c'est beaucoup d'argent. Puis, tout cet argent-là, ça représente des investissements qui sont à risque. Parce que avec des cycles de 100 ans, quand vous avez parlé des cycles de feu de 100 ans, la probabilité que les investissements brûlent est quand même assez forte. Ça a beau être jeune, puis des plantations, regardez Chute des Passes l'été dernier, il y a eu beaucoup de peuplement jeune. Peuplement feuillu, ça brûle pareil, regardez Fort McMurray. Donc, il faut mesurer la hauteur des investissements requis, puis appliquer un facteur de risque à ça. Puis en fonction de ça, là, il y a différentes options qui peuvent se présenter. Si vous n'avez pas cette information-là, il me semble que les décideurs, il y a un risque, voyez-vous. Ça va être tentant d'aller chercher le bois, puis quand va venir le temps de payer la facture avec les risques, ça va être tentant de ne pas la payer, la facture. Alors, il y a un gros risque là-dedans. Si vous n'avez pas cette information-là, j'ai l'impression que les décideurs vont être mal informés. Sylvie Gauthier a parlé d'un projet qu'on avait réalisé, là,
2-3 ans, 2 ans, je pense. Puis, vous en parlez pas dans votre rapport de ce projet-là, mais c'est assez intéressant de le mettre à la disposition. Je vais peut-être le déposer sur le chat tantôt. Mais là-dedans, on avait examiné les contraintes opérationnelles, puis le risque. Puis en fonction de ça, ça a amené à développer des modalités d'adaptation différentes. Je pense que c'est un élément que vous devez absolument ajouter à votre analyse pour bien informer les décideurs. Ah, c'est un très bon point, Jean-Pierre. On a mis un peu les limitations dans effectivement la question financière, la question des risques, puis aussi quand on le prend un petit peu comme on parle de l'aménagement forestier qu'on veut déployer, puis ça implique aussi les questions d'espace, d'infrastructure et de faisabilité derrière ça. Mm-hmm. Je rappelle aux gens qui posent des questions par le chat de mentionner pour quelle organisation vous travaillez. Je vais maintenant donner la parole à M. Dubé. Michel Dubé, trésorier de l'Action Montréal. Vous avez souligné la préoccupation concernant les vieilles forêts qui, avec les changements climatiques, diminueraient. Et donc, vous essayez, j'imagine, de faire en sorte que cet impact des changements climatiques soit atténué pour qu'on puisse conserver le plus possible les vieilles forêts. Je vois une contradiction avec la proposition d'exclure la contrainte des vieilles forêts dans le 25% d'intensif. Ça veut dire que non seulement les changements climatiques vont diminuer les vieilles forêts, mais l'aménagement intensif, excluant la contrainte des vieilles forêts, va aussi faire en sorte qu'on va avoir moins de vieilles forêts. Ouais, en fait, les sites vieilles forêts du plan de la stratégie d'aménagement en cours sont maintenus dans les simulations. Il y a une partie du territoire qui est soustrait à ces contraintes-là, mais la cible en superficie doit être atteinte dans les différents UTA sur le territoire pour que les UTA, eux, soient disponibles pour la récolte. Puis d'ailleurs, il y a une grande ça contribue, c'est comme on l'a vu, même en absence d'aménagement, on a moins de vieilles forêts, comme vous l'avez noté. C'est ce qui ça rajoute de la pression sur le système. Là. Ça fait que les cibles sont plus difficiles à atteindre. Je veux dire, ça répond pas vraiment à ma question parce que pourquoi exclure la contrainte des vieilles forêts en milieu intensif, sachant que ça va faire en sorte qu'on va avoir encore moins de vieilles forêts, alors que la préoccupation, c'est de maintenir les vieilles forêts? Je vais aller vite, Stephen. Là. C'est vraiment au point de vue de la modélisation, la première fois qu'on l'a fait, ce scénario-là, c'est vraiment une question de modélisation au départ pour qu'on l'a mis, après ça, on l'a conservé. C'est que si on voulait planter systématiquement après une perturbation naturelle, il fallait permettre de faire des traitements à l'intérieur des UTA ou des secteurs qui n'étaient pas, mettons, retenus comme étant accessibles à cause de la contrainte de vieilles forêts. Puis ça, c'est un des premiers éléments. Là. Donc, il fallait pouvoir être en mesure de revenir planter. Puis l'autre élément, c'est que comme vous l'avez remarqué, la proportion de vieilles forêts diminue au travers du temps. Puis souvent, si on parle d'un investissement dans un scénario qui est intensif, l'objectif étant de faire pousser du bois pour venir le récolter, si on le laisse brûler parce qu'il devient plus vieux dans ces secteurs-là, ben on va perdre cet investissement-là pour ce bois-là. Il y a deux visions, je pense, ici qui sont différentes, là, mais le premier élément, comme je disais, c'était au niveau de la modélisation, c'était pour simplifier le processus. Puis le deuxième élément, c'était pour s'assurer que l'investissement qu'on venait replanter dans ces plantations-là, on puisse venir le récolter. Ça ne sera pas long. Il y a beaucoup de mains levées. Pour ceux qui ont déjà posé des questions, M. Jacob, Jean-Pierre, si vous avez une autre question, laissez votre main levée. Sinon, baissez-les, s'il vous plaît. On va passer avec Dominique Cyr. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Mon nom est Dominique Cyr, chercheur en environnement et changement climatique Canada.
J'ai travaillé sur En fait, non. Ma question, c'est est-ce que moi, je vois que beaucoup de vos conclusions semblent être très sensibles à la manière dont le régime de flux se comporte vis-à-vis des stratégies d'aménagement, notamment en rajeunissant ou en augmentant la proportion de feuillus. Puis, je tiens à saluer l'effort que vous avez fait à intégrer, une rétroaction de la végétation sur le régime des feux. Par contre, ayant travaillé là-dessus, j'ai remarqué que c'était souvent beaucoup plus compliqué que ça pouvait apparaître au début. Et puis, je voulais savoir si vous avez l'intention d'ouvrir le capot pour d'autres experts modélisateurs pour vérifier que, pour pouvoir vérifier que dans le fond, soumettre ça à la révision par les pairs puis valider un peu les résultats de vos modélisations. Oui, on en a définitivement discuté. Là, on a fini le projet il y a quelques semaines. Fait qu'on ferme la parenthèse sur ce projet-là, mais on veut définitivement continuer à travailler là-dessus. Puis une partie de ça, c'est collaborer avec d'autres experts, puis comme tu dis, d'exposer l'approche à la critique dans le but de l'améliorer. Juste peut-être un petit suivi, là, je vais être très bref. C'est que j'ai essayé de faire un peu le même exercice. On en a même déjà parlé, je pense. Et puis moi, ce que j'avais en utilisant des probabilités un peu comme celles que vous semblez avoir utilisées là, de Bernier, qui ont été observées, à l'étape de la propagation des feux, moi, ce que j'observais, c'est que ça entraînait un très, très gros biais anti-vieille forêt et anti-conifères. Et puis, il faudrait vérifier que c'est pas parce que c'est un processus itératif, puis on multiplie des probabilités plusieurs fois, ça amplifie les préférences que le feu va avoir au niveau des vieilles forêts, de conifères notamment. Je sais que c'est un peu technique, c'est peut-être pas la place pour discuter de ça, mais c'est le genre de choses que je pense qu'il va falloir porter attention pour être sûr que les conclusions, puis les avantages et inconvénients de chacun de vos scénarios soit bel et bien fondé sur quelque chose de solide. Oui, tout à fait. Non, c'est un excellent point. En fait, c'est des préoccupations qu'on a eues tout le long de la modélisation. Là. Les premiers essais, on n'avait pas mis de facteur de réduction. À un moment donné, on avait des cycles de feu qui ont été bâtis en partie de l'appareil historique, augmentés, si on veut, dans le contexte climatique différent. Là, ça devenait comme absolument insensé. Là. Il y avait comme plus d'espace à ouvrir. La modulation telle que tu la fonctionnes, tu la présentes, c'est effectivement pour nous une préoccupation pour s'assurer que, parce qu'autrement, certaines de ces réflexions-là, on était préoccupés de tomber dans le mécanistique, si on veut, comment les éléments d'allumage se propagent dans la forêt qu'on est capable de modéliser. Là, ça implique une complication assez intense des choses qu'on va reporter une étape subséquente. Mais tout à fait, il y a quelque chose là d'important. Là, on disait au niveau de la manière qu'on le traite, c'est une préoccupation. Dans cette modélisation-là, les feux sont tellement fréquents qu'on se trouve dans un nouvel écosystème que celui qu'on a maintenant. C'est ça un peu, puis on se retrouve ça relativement rapidement, là, dans 60 ans, d'ici à peu près 70 ans. D'où le fait qu'on a, on sonne un peu la cloche, là, puis on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire à court terme? Puis définitivement, c'est de réfléchir comment relever ce problème-là. Merci, on pourra en discuter. Avec une question sur le chat d'une Madame Plante, peut-être Amélie. Question. Malgré les mises en garde et les autres étapes à venir dans le projet, est-ce que certains éléments des changements climatiques seront considérés pour les prochains calculs de possibilités forestières 2023-2028 dans la région 02? Ben, je vais répondre à cette question. Les gars, inquiétez-vous pas. Sans résumer de quelle va être la stratégie du forestier en chef d'ici là, c'est clair qu'à date, je ne me sens pas comme directeur des calculs en position de recommander de modifier les niveaux de récolte pour la prochaine détermination, c'est clair. Mais ce qui est évident, par exemple,
c'est que nous, on va sonner la cloche du réveil pour tout le monde. Cette étude-là, sa plus grande retombée à notre avis, c'est-à-dire, c'est sérieux, c'est important, et l'ampleur des changements qu'on mesure doit être adressée par l'ensemble de la communauté forestière pour trouver des solutions. Des solutions au niveau de la lutte. Le 8.5 qu'on a vu là-dedans, c'est définitivement pas un scénario qui est souhaitable d'aller, on le voit. Le 4.5, on est capable de s'y adapter, mais c'est majeur comme changement. Puis il nous manque des outils et des moyens, ce qui a vraiment une mobilisation à faire. Puis c'est dans ce sens-là qu'on risque d'avoir des messages, puis de mettre en place des mécanismes pour être capable de propager ce message-là. Ce qu'on a fait actuellement, on a été très, depuis le début qu'on vous présente, là, on a été très prudent, si on veut, sur la nature les conclusions qu'on pourrait en tirer là-dessus. C'est un mot à retenir de ça, c'est l'éveil. On l'entendait du monde de la recherche, puis maintenant vous allez l'entendre du monde du forestier en chef aussi. Merci Jean. Madame Plante mentionne une présentation très intéressante. Est-ce que la présentation sera rendue disponible? Je vais préciser le point tout à l'heure. La réponse est oui. Alexis Chab, compte tenu de l'aspect stochastique de la modélisation, y a-t-il plusieurs simulations par scénario et combien? Dans les aspects améliorés du projet, c'est d'adresser plus complètement la question d'incertitude, parce qu'effectivement, pour chaque scénario, on ne fait rouler qu'une réalisation du régime de feu, par exemple. On a pris celui qui est médian là, parmi les Yann, je ne sais pas s'il est revenu, mais en tout cas, Yann nous avait fourni une centaine de réalisations de régime de feu. Pour la suite, c'est définitivement dans les travaux, là, dans le plan de mieux intégrer, d'effectuer plusieurs réalisations. Là, le nombre exact, il va falloir voir, là, mais certainement une centaine ou plusieurs centaines, plusieurs milliers. Là, on verra la lourdeur du calcul qui est requis, mais effectivement, avoir une réponse nuancée au niveau au niveau probabiliste, ça va enrichir l'exercice. D'accord, donc Alexis travaille au ministère Forêt Faune et Parc. Une autre question par le chat, puis après ça, je vais aller avec les mains levées. Jean-Martin Lucier, chercheur au centre de la fibre, est-il scientifiquement justifié de ne pas réviser les cibles de vieilles forêts compte tenu des changements climatiques envisagés? Ces cibles ont été fixées sur une base du passé avec un climat qu'on ne reverra plus. 3 petits points. C'est une vraie question, c'est un constat. Je pense que je suis certaine que, comme je l'ai dit tantôt, tout l'aménagement forestier qu'on veut déployer dans cette forêt du futur-là, il faut le repenser. La valeur de biodiversité et de conservation des forêts est importante. Qu'est-ce qu'on peut conserver comme des forêts? On le voit même sans récolte, les forêts posent des problèmes importants en termes de conservation dans ça. Ça fait que il faut réfléchir à cet aménagement forestier-là pour l'adresser dans ce cadre-là. Et c'est historique, évidemment, poser la question, c'est y répondre. Il faut trouver une manière de s'adapter, d'adapter notre aménagement écosystémique pour qu'il nous aide à relever le défi qu'on va rencontrer là-dedans. Élise Filota. Je suis professeure à la TELUC à l'Université du Québec. Ma question est en fait un peu en lien avec la question que Alexis Chab a posée sur l'aspect stochastique. J'étais assez surprise de voir que dans votre diapo sur la rupture de stock, il y avait vraiment une chute abrupte à 60 ans, là. Est-ce que ça, on pourrait dire que si on roulait plusieurs simulations qui tenaient en compte l'aspect stochastique, ça serait pas nécessairement à 60 ans, mais ça pourrait être à 20 ans? Ça serait appelé à changer, effectivement, sur différents scénarios climatiques, mais ça serait relativement proche. Ce qu'on voit, en fait, c'est le passage de la période critique dans l'approvisionnement. Ça, dans tous les calculs, il y a comme une période qui est plus contraignante, où il y a moins de volume de bois disponible.
Puis je pense on le frappe là, la période contraignante. Et étant donné les feux qui s'intensifient avec le temps, on n'arrive pas à récupérer comme sous climat historique. Fait que ça serait appelé à changer certainement le nombre d'années en rupture de stock. Puis tout ça dans la réponse de tantôt à Alexis, ça va enrichir l'exercice d'intégrer plus complètement la stochasticité. C'est justement de pouvoir nuancer ces propos-là. C'est pas juste une réalisation du régime de feu qui mène à X nombre d'années en rupture de stock. Ça va être une centaine ou 1000 réalisations qui vont pouvoir qualifier. On a 10% de chance d'avoir X nombre d'années en rupture de stock. La réponse est plus complète, mais en même temps plus difficile à communiquer, là. Il y avait aussi ce souci-là de clarté dans la communication. Une question qui est un peu parallèle à ça, c'est là en ce moment c'est comme decoupled un peu. Vous avez le Woodstock qui roule, puis parallèlement vous avez le modèle céleste avec les perturbations naturelles. Donc est-ce qu'il y a un désir de vouloir les tricoter ensemble un peu mieux, de sorte qu'on fasse un exercice de replanification à toutes les périodes de 5 ans, quelque chose comme ça? Hey, elle a lu notre plan de développement. On est arrivé à cette conclusion-là, Mme Pitatas. Donc, est-ce que vous pensez que ça changerait un peu? Est-ce que ça améliorerait? Il y aurait moins de rupture de stock si on réévaluerait puis replanifierait? Possiblement, mais ce qu'il faut voir, c'est en arrière de ça, les phénomènes sont tellement marqués. Je pense que c'est un peu ça qu'on a essayé de montrer au travers de la modélisation. Le statu quo, le climat actuel, le climat avec 2,5 degrés de réchauffement, puis le climat avec 4 degrés, 5 degrés de réchauffement, ça permet de marquer, si on veut, l'espace de la solution. Autour de ça, on peut avoir joué un peu dans la replanification qui va venir jouer les choses, mais la replanification, c'est pas nécessairement une panacée. Hein. Il faut comprendre qu'on se replace un moment dans le temps, puis on essaye d'émuler ce que le planificateur ferait pour réoptimiser que la forêt qu'il y en a avant lui dans les options qui se présentent. Mais ça ne change pas grand-chose sur le feu. Il va arriver, tout ça que je disais tout à l'heure, que la question des feux nous préoccupe beaucoup, parce que c'est la dominante de changement dans ces écosystèmes-là. Fait qu'à ce moment-là, c'est un raffinement pour l'intégrer dans la possibilité, c'est probablement une voie intéressante pour nous. On est arrivé à cette conclusion-là, nous aussi, chez nous. Mais en termes de modélisation climatique ou de perturbation, ben, ça fait partie de notre plan de développement, mais on faut se mettre en mouvement avant qu'on ait complété ça. Merci pour la réponse. On fait un peu sur le chat, sur le point des lits. Donc, en fait, ça permettrait très certainement de voir quelles sont les probabilités de se retrouver en rupture de stock le long de la série temporelle. Et donc, les probabilités pourraient augmenter plus tôt, effectivement. Au plus tard, on peut se rendre compte que, comme on a mis à peu près la moyenne, ben, on peut avoir il y a des cas où on pourrait être plus tôt. Parce qu'effectivement, la configuration, c'est les grands feux qui arrivent, qui viennent faire, ou plus tard, là. On s'est tenu un scénario moyen pour vérifier un peu l'étendue de la gamme qu'on pourra avoir. Mais, plus que le régime des feux, c'est lui-même, c'est l'ensemble de l'œuvre qu'on peut voir l'effet des modalités, l'effet des feux. Si on rajoute un stochastisme là-dedans, vous avez vu comment c'est complexe la matrice d'analyse qu'on a montrée. Multiplions-la avec chacun, en rajoutant une variance anécartite de distribution à chacune des cellules de la matrice. Là, le défi vient plus dans les sciences de la gestion. Comment on fait pour transformer ça dans une information de prise de décision? C'est pas juste une information scientifique ou de modélisation. C'est le défi qu'on a choisi de ne pas prendre cette voie-là à ce moment-là, puis de travailler plus sur. Vous avez plus de temps pour travailler sur une manière de ramener ça dans un monde de prise de décision. C'est pas le bout qu'on est plus complet. Vous avez vu, Bruno vous l'a évoqué. On aurait souhaité avoir plus de temps encore là-dessus.
Oh, merci. Jean-Pierre Jeté nous partage une autre étude qui existe sur le même sujet en incluant des considérations opérationnelles et budgétaires, comme le rapport du Bureau du forestier en chef dans cette promotion. Voici le lien pour vous la procurer. Donc, je vous invite à consulter le chat pour en savoir plus. Ça, c'est pas une question, Madame Audet. Ça sera pas long, monsieur. Je vais continuer avec la boîte de chat. Le temps file, il va falloir faire vite avec des questions concises. Donc, Nathalie Audet, excellente présentation. Et merci d'avoir abordé cet enjeu dans leur prochain PAFIO sur les terres publiques intramunicipales. Jean Martin, en réponse à Jean Martin, les sites de vieilles forêts sont à un tiers de la moyenne historique. À quel cycle de feu cela correspond-il? Il s'agit d'un écosystème qui sera à risque. Faut-il augmenter la pression sur celui-ci? Marie-Ève Sigouin, directrice foresterie chez RIAM, gestion forestière. À moins que je ne me trompe, le calcul de possibilité n'a jamais intégré l'occurrence des feux a priori. Cet élément a été soulevé à de nombreuses fois, j'imagine, par la communauté scientifique. À la lumière de vos résultats présentés aujourd'hui, on voit que ceux-ci ont un impact significatif sur les résultats. La question, y a-t-il lieu de revoir les hypothèses de calcul actuelles et de les intégrer? C'est une autre question qui est plus souvent en lien avec la rencontre, mais actuellement, il y a déjà des unités d'aménagement qui ont des réductions de feu. Mme Sigouin, elle se trompe, là, on en a quelques-unes où il y avait eu des restrictions de feu. D'ailleurs, Gérard qui est avec nous s'en rappelle très bien. On les a fait dans une thèse, on les a maintenus plus stables. Ça existe déjà. Cependant, les manières de les estimer, puis la manière en fait, la question qu'on doit se poser, c'est le fait de diminuer le niveau de récolte. Est-ce que ça change le niveau d'exposition au risque pour le futur? Hein? C'est un peu ce qu'on veut voir. Dans certains cas, vous l'avez vu dans le projet actuel, je vous encourage à lire le rapport, il y a des endroits où même sans récolte. Donc, avec un facteur de précaution de 100%, on n'est pas, il me semble, dans la meilleure situation. Hein? Fait que, ça fait partie des choses qu'on peut considérer. Puis, il faut le voir aussi dans le temps. Ceux d'entre vous qui sont familiers avec les statistiques de feu, vous pouvez constater que les feux de la dernière décennie ont été relativement faibles par rapport à la moyenne historique. Est-ce qu'on baisse tout de suite pour améliorer est-ce que ça nous améliore à long terme de baisser dans ce contexte-là? C'est une très bonne question qu'on peut se poser. C'est un peu là-dessus qu'on cherche à se doter des outils pour pouvoir mieux répondre à ces questions-là. Monsieur Sarad, aviez-vous une question? Tantôt, j'ai vu votre main levée. Allez-y, une brève question, s'il vous plaît. C'est à Bruno, dans l'aide à la décision. On entend tous que plus de récolte peut être favorable au changement climatique. On a aussi une stratégie de production de bois pour augmenter la récolte. On a également dans la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier le retrait de la mention qu'on doit s'en tenir à un rendement soutenu à niveau fixe. Alors, ma question, c'est plutôt, est-ce que ça pourrait être intéressant de couper plus que la possibilité forestière sur une certaine période pour soutirer le combustible du feu ou la bouffe de la tordeuse et peut-être qui donnerait un impact à plus long terme favorable si on regarde l'ensemble? On a déjà eu des discussions avec Stephen puis d'autres chercheurs sur cette question-là, puis on n'a pas testé de récolter plus pour voir si ça permettrait d'atténuer. Puis en même temps, en tout cas, Stephen, si tu veux y aller avec les réflexions qu'on avait eues, là. Dans certains cas, on a testé à quelques trucs, pas exactement ce que vous avez décrit, mais de jouer avec les niveaux de récolte en début de modélisation pour voir si ça se répercutait sur le résultat par la suite. Des fois, ça a un impact, des fois non. Il va falloir explicitement tester les choses pour voir comment le système réagit. C'est pas
pas une réponse vraiment à votre question, là, mais Jean, as-tu des éléments? Je ne veux pas. Non, on n'a pas vraiment testé ce scénario-là c'est effectivement une bonne question. La question est l'inverse de celle qui dit on devrait diminuer la récolte pour faire face aux défis dans le futur. Est-ce que le fait d'augmenter la récolte et de venir moduler notre forêt différemment par la sylviculture permet, on n'a pas testé celui-là. C'est les limites qu'on s'est données, là. On a essayé de partir d'un contexte qui se rapprochait du rendement soutenu, de maintenir le niveau de récolte actuel, puis après ça, de voir comment moduler les choses dans le temps par des mesures de mitigation ou par c'est une très bonne question, on se l'est pas posée. Alors, le temps file, je vais laisser la parole à M. Dubé, mais une courte question, s'il vous plaît. En fait, c'est que j'ai pas vu que les changements climatiques vont certainement avoir de l'importance sur les sols, sur la régénération. Et est-ce que vous avez évalué ou étudié la question de l'influence des changements climatiques sur les essences actuelles et futures et sur le cycle de vieillissement des arbres? On a testé l'effet des changements climatiques, comme je l'avais mentionné, l'effet indirect des changements climatiques sur la régénération des essences. Puis ça, on a intégré différents âges pour atteindre la maturité selon les essences. Fait qu'il y a comme une sélection, pas une sélection, mais il y a une influence dans le modèle à ce niveau-là. Il y a un effet sur les volumes marchands qui nous proviennent des simulations de Hugues Power, Loïc d'Orangeville et Isabelle Auger. Mais sinon, dans la migration des essences, tout ça, non, on s'est pas rendu à ce point-là. C'est définitivement dans les plans. Là, on a beaucoup de choses qu'on veut adresser dans la suite du projet. Puis c'en est un, ça, la migration des essences, la potentielle introduction de nouvelles essences. Mais ouais. Et pour répondre à votre question, c'était plutôt limité dans le projet qu'on vous a présenté ce matin. Alors, Madame Philotas, avez-vous une autre question? Puis j'oublie de baisser ma main. Donc, il est midi 6 dans le chat. Je vois plus d'autres questions. Puis je ne dois pas abuser non plus du temps des trois conférenciers. Alors, je vais y aller avec la conclusion. Alors, merci Jean, Stéphane et Bruno pour votre présentation. En terminant, je vous invite au prochain et dernier webinaire de cette série Un regard vers le futur, impact des changements climatiques sur la forêt québécoise et outils d'adaptation, qui aura lieu le mercredi 24 février et qui s'intitule L'aménagement forestier et la conservation de la biodiversité dans un contexte de lutte au changement climatique. 2 études de cas au Québec. Les conférenciers seront Evelyne Tifo de l'Université Laval et Junior Tremblay d'Environnement et Changement climatique Canada. Surveillez l'envoi du résumé de ce webinaire. Vous aurez le lien Google Drive pour avoir accès au PDF et le lien de la liste de lecture des enregistrements. Prévoyez un délai, s'il vous plaît, de quelques jours pour la mise en ligne après le webinaire du jour. Alors, merci à tous de votre participation et bonne fin de journée. Le rapport va être disponible aussi sur notre site web. Fait que le rapport détaillé là, qui emballe un peu tout ce qu'on vous a partagé aujourd'hui, là, c'est déjà disponible depuis ce matin sur le site web. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Ça, je voulais dire merci tout le monde, Bruno, Jean et Stéphane. C'était très, très apprécié. Gérard aussi se joint pour dire merci. Présentation fort intéressante.